Moi, Ryan, j'ai un frère jumeau qui s'appelle Sébastien, et on n'a jamais été proches. En fait, il a rendu ma vie infernale en grandissant, et mes parents n'ont rien arrangé en jouant clairement leurs préférences. Ils lui offraient toujours de meilleures choses pour son anniversaire, n'allaient voir que les films qu'il aimait au cinéma, et lui donnaient plus d'argent pour les tâches ménagères, alors qu'on faisait exactement la même quantité de boulot. Toute mon enfance, il n'a cessé de me rabaisser, de se moquer de moi, de m'intimider avec ses amis à l'école et de casser mes affaires. Et à chaque fois, mes parents trouvaient le moyen de me blâmer, comme si c'était toujours ma faute. Les seules personnes sur qui je pouvais compter, c'était ma grande sœur Jane, mon cousin Kai et mon meilleur ami Isaac. Eux, au moins, voyaient Sébastien pour ce qu'il était vraiment. Je ne sais pas si mes parents le voyaient aussi et faisaient semblant de ne rien remarquer, ou s'ils étaient juste aveugles. Bref, avançons un peu. J'avais 17 ans quand j'ai eu ma première copine que j'aimais vraiment. On n'a jamais couché ensemble parce qu'elle voulait attendre d'avoir 18 ans. Mais voilà, il s'est avéré qu'elle me trompait avec mon frère depuis la moitié du temps qu'on était ensemble. Et ça n'est sorti au grand jour que lorsqu'elle est tombée enceinte. J'étais anéanti. Elle savait à quel point je détestais mon frère. Elle avait vu de ses propres yeux les horreurs qu'il me faisait subir. Tromper quelqu'un, c'est déjà horrible, mais le faire avec mon propre frère, c'était la trahison ultime. J'ai explosé. Je lui ai mis un coup de poing en pleine figure. Résultat, nez cassé et une dent en moins. Mais, bien sûr, pour mes parents, c'est moi le fautif. Maintenant, selon eux, on doit aider celle qui porte l'enfant de mon frère et la soutenir. Puis, mon frère annonce qu'il n'a absolument pas l'intention d'être père. Il dit carrément à ma copine de se faire avorter. Elle, complètement perdue, disparaît de la ville et je ne l'ai plus jamais revue. Je ne sais même pas si elle a gardé le bébé ou non. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était partie. Et malgré tout ça, mes parents continuaient de mettre mon frère sur un piédestal, comme s'il était le fils parfait. Un an passe. Mon frère et moi, on se déteste toujours autant. Mais de mon côté, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Ça a pris du temps, et traumatisé par mon ancienne copine, je suis devenu bisexuel. J'ai rencontré un garçon, Daniel, que j'ai croisé à la fac, a tout de suite attiré mon attention. Il était sourd, et par hasard, j'avais appris la langue des signes juste pour m'occuper. On a commencé à discuter, et tout a cliqué entre nous. On sort ensemble, on tombe amoureux, et un jour je l'emmène à une soirée chez mon pote Isaac pour lui présenter mes amis. C'était génial. À ce moment-là, Isaac était le seul à savoir que j'étais bi. Mais un jour, alors que je me rends au cinéma main dans la main avec Daniel, je tombe sur mon frère. L'enflure. Il éclate de rire et balance des horreurs. Je savais que j'allais devoir affronter quelque chose en rentrant chez moi, après avoir raccompagné Daniel. Et effectivement, dès que je franchis la porte, je vois mes parents assis sur le canapé. Ma mère pleurait, répétant à quel point elle ne comprenait pas comment elle avait pu donner naissance à quelqu'un d'aussi dégoûtant. Et elle parlait de moi. Selon elle, j'étais une honte pour la famille. Mon père, lui, se lève et commence à me hurler dessus. À ce moment-là, j'aperçois mon frère en haut des escaliers, un sourire en coin. Il descend lentement et lâche. Je suis pas à l'aise à l'idée de partager ma chambre avec quelqu'un comme lui. Et là, mes parents prennent sa défense. Ils me mettent dehors sur le champ, avec juste quelques vêtements et un peu d'argent. J'ai marché jusqu'à chez Isaac. Ses parents m'ont ouvert la porte et m'ont accueilli comme si j'étais l'un des leurs. J'y suis resté 6 mois. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti ce qu'était l'amour familial. La mère et le beau-père d'Isaac étaient formidables. Je les considérais comme mes propres parents. Finalement, j'ai emménagé dans un appartement avec Daniel et Isaac, un 2 pièces, et tout allait bien. Puis, en décembre dernier, Daniel et moi, nous sommes mariés. Isaac était mon témoin, ma sœur et mon cousin Kai m'ont accompagné jusqu'à l'hôtel. J'avais un excellent travail dans le design graphique, on avait notre propre maison au bord de la mer. Et ma vie n'avait jamais été aussi belle. Un jour, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle m'a dit que mon frère était à l'hôpital. Je n'avais pas pensé à lui depuis 9 ans, depuis le jour où j'avais été mise à la porte, mais entendre son nom a ravivé de nombreux souvenirs douloureux. Elle m'a dit que Sébastien voulait me voir et que c'était urgent. Je suis allé à l'hôpital et j'ai retrouvé ma sœur devant l'entrée. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait,
Mais elle n'a rien voulu me dire, elle m'a juste dit de demander directement à mon frère. Je suis entré dans la chambre et j'ai trouvé mes parents à son chevet. Ils avaient l'air heureux de me voir, comme si rien de ce qu'ils m'avaient fait n'était jamais arrivé. Sébastien aussi semblait soulagé en me voyant. Quelque chose clochait. J'ai demandé ce qui se passait et pourquoi j'étais là. Mon frère a demandé aux autres de nous laisser seuls. Il avait l'air faible, fragile. Ce n'était plus le garçon qui m'intimidait autrefois. Il m'a dit qu'il était en train de mourir d'une insuffisance rénale. Ça faisait plusieurs années que sa santé déclinait, et il en était arrivé à un point où il ne lui restait plus beaucoup de temps. Je savais immédiatement où il voulait en venir. Il a ensuite dit qu'il avait toujours regretté qu'on ne s'entende pas. À ce moment-là, je l'ai interrompu. Non. Il a eu l'air confus et a demandé. Non quoi? Je lui ai simplement répondu que je ne comptais pas lui donner mon rein. Son visage s'est décomposé. Son monde était en train de s'effondrer sous ses yeux. Il a essayé de me faire comprendre à quel point la situation était grave, que mes parents et ma sœur avaient fait des tests pour voir s'ils étaient compatibles, mais aucun d'eux ne l'était. Il a dit qu'il était vraiment désolé pour tout ce qu'il m'avait fait subir en grandissant. Je lui ai répondu que tout ce que j'avais voulu, c'était un frère qui m'aime et qui me soutient. Pas quelqu'un qui passe son temps à me détruire, jour après jour, pendant 18 ans. Il a alors appelé nos parents et leur a dit que je refusais de lui donner mon rein. Ils se sont tout de suite mis à me crier dessus, à me dire que je leur devais bien ça, que j'avais une obligation envers ma famille. Pardon? Quelle famille? Est-ce qu'ils avaient oublié qu'ils m'avaient pratiquement renié quand j'avais fait mon coming out? Je leur ai demandé où était cette fameuse obligation quand ils m'ont mis à la porte. Où était-elle chaque fois que mon frère me tabassait? Je leur ai dit que pour tout ce qu'il avait fait, depuis m'avoir humilié en révélant ma bisexualité, jusqu'à coucher avec ma copine et abandonner son propre enfant, c'était simplement l'univers qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Et sur ces mots, je me suis retourné et je suis sorti de la chambre. C'était la dernière fois que j'ai vu Sébastien. De toute façon, je ne comprends même pas pourquoi il voudrait un rein venant de quelqu'un qui était, selon eux, une honte pour la famille. En sortant, j'ai croisé ma sœur. Elle m'a lancé un regard. Je lui ai rendu le même regard, et elle a juste soufflé. Je comprends. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai ressenti un immense soulagement, comme si un poids énorme venait de s'envoler de mes épaules. Je suis rentré chez moi, et je n'ai plus jamais regardé en arrière. La semaine dernière, ma sœur m'a appelé pour m'annoncer que Sébastien était mort. Elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai répondu que, honnêtement, je ne ressentais rien. Mais en réalité, j'étais totalement en paix avec ma décision. Elle a dit qu'elle comprenait, du moins en partie. Sébastien n'avait pas été particulièrement tendre avec elle non plus au fil des années. Le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de membres de ma famille avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils me disaient que j'irais en enfer, que j'étais un mauvais fils, un mauvais frère, et même une abomination vivante. Tout ça m'a fait remettre en question ma décision. Même après sa mort, Sébastien trouvait encore un moyen de me pourrir la vie. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais été une mauvaise personne, si j'avais fait le mauvais choix. Mais au fond, je savais que si la situation avait été inversée, il m'aurait laissé mourir sans la moindre hésitation.